Donc, bonjour, on a essayé de faire des lives, mais malheureusement ça n'a pas marché, donc c'est dû à la mauvaise connexion et tout. On va essayer de faire, c'est-à-dire d'enregistrer une vidéo. Voilà, comme ça on peut la poster sur YouTube ou sur n'importe quel réseau social, sur n'importe quelle plateforme. Donc je laisse Monsieur Mission commencer par un petit rappel de ce qu'on a fait, c'est-à-dire du troisième cours, le signe linguistique. Donc, monsieur. Bien, bonjour tout le monde. Nous avons vu que le signe linguistique était composé de deux parties. Alors, comme je l'avais dit dans le direct, on ne va pas revenir aux détails, on va directement vers les concepts que vous avez déjà vus, à savoir que le signe linguistique est composé d'un signifiant et d'un signifié, d'accord, et d'un signifié. Bien. Une fois qu'on a réglé la question des deux composants du signe linguistique, nous sommes directement passés aux caractéristiques du signe linguistique. Nous avons vu dans un premier temps le caractère arbitraire et nous l'avons expliqué. Alors, que veut dire arbitraire? C'est que le lien entre le signifiant et le signifié n'est pas un lien naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'avais à expliquer pourquoi on a appelé telle réalité linguistique par tel nom, il me sera impossible de le justifier, de trouver une explication. Alors, je reviens à l'exemple que j'avais donné auparavant, à savoir si je demande à Abdelhakim de me dessiner le signifié de l'objet que je vais lui donner, à savoir qu'il s'agit d'un objet, il s'agit d'un signe religieux qui est porté au jour du cou par les chrétiens. Alors, la première idée qui lui viendra à la tête, c'est le signe de la croix. D'accord? C'est le signe de la croix. Bien. Alors, le signe de la croix, maintenant, en français, on va l'appeler croix. Est-ce qu'en arabe, on va l'appeler de la même façon? Ouais, Non. ça sera salib. Ça sera salib, ça sera un autre nom. Dans une autre langue, c'est sûr que ça va être autre chose, par exemple le chinois ou, ou le japonais ou l'anglais peut-être. On va avoir une autre dénomination. Bien. À partir de là, on va dire que du moment qu'il n'y a pas un seul signifiant pour un seul signifié, on va dire que nous allons avoir d'une part plusieurs langues. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait plusieurs langues? C'est que le lien entre le signifiant et le signifié est immotivé. C'est-à-dire, il n'y a pas une explication qui pourrait dire pourquoi telle chose a été appelée ainsi. Bon. Sauf que, on avait vu que pour le cas des onomatopées, le lien entre le signifiant et le signifié était plus ou moins naturel. Alors, pourquoi je dis plus ou moins naturel? Parce que tout simplement, dans certains cas, la concordance entre le signifiant et le signifié, elle est totale. Si je dis par exemple euh, le bruit d'une explosion, on va avoir boum. Boum en arabe, boum en français, boum en anglais, dans toutes les langues, on va avoir le même signifiant, pour le même signifié. Parce qu'il s'agit d'un son qui existe dans la nature. C'est-à-dire, le fait, c'est-à-dire on appelle ce phénomène-là ou bien cette explosion-là par le son qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle a produit dans la réalité. Donc du coup, ce son, ça sera le même pour un français, pour un anglais ou même pour un arabe. Il y a des exceptions bien sûr. Parfois, il s'agit par exemple par exemple le bruit d'un canard, l'exemple que je montre toujours et qui est le plus utilisé entre parenthèses. Pour par exemple un français, c'est le quack-quack. Pour un Danois ou bien un Allemand, c'est le Dak Dak, ou plutôt le Pak Pak. Pourquoi? Parce qu'il c'est-à-dire, il y a une sorte de subjectivité. On entend les sons qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, si par exemple pour un Français, le Quack Quack, parce que ces deux phonèmes, ou plutôt ces deux sons-là, existent, on va dire, sont beaucoup utilisés dans cette langue. Donc, il y a une sorte de filtrage qui est fait. Donc, voilà. Oui. Alors là, dans le cas par exemple du canal, on va parler plus, comment dire,
d'une concordance qui est plus ou moins relative. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons des différences d'une langue à une autre. Mais il n'empêche que nous sommes toujours dans le caractère non arbitraire, c'est-à-dire Oui, le caractère linéaire, le caractère, pardon, naturel. naturel. Ouais. Bien. Maintenant, nous passons à la deuxième caractéristique du C'est signe linguistique. conventionnel. Oui, oui, du moment qu'il Arbitraire. est arbitraire, on va l'appeler conventionnel. Pourquoi conventionnel? C'est parce que tout simplement, il y a un signe linguistique qui a été choisi, pris par un groupe social, et ce groupe social, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'imposer aux autres membres de la société pour qu'il y ait communication entre les Entre les membres. deux. Parfois, on trouve c'est-à-dire, on trouve arbitraire et conventionnel dans la même ligne. On dit Oui, le ça va de signe est pair. arbitraire et conventionnel. Mm. Et j'ai vu ça, c'est-à-dire, j'ai croisé ça dans pas mal de références. Donc, arbitraire, c'est-à-dire la convention du signe n'existe que par l'existence de l'arbitrarité du signe. Voilà. En quelque sorte, si le signe n'est pas naturel, c'est-à-dire si la relation entre la partie matérielle et la partie conceptuelle du signe linguistique qui est signifiant et signifié n'est pas naturelle, elle est arbitraire, elle est du coup conventionnelle. Mm. Pourquoi? Parce on doit construire cette combinaison. Cette combinaison, elle doit exister. On doit lier une telle appellation à un tel concept ou bien à un tel objet. Et cette relation-là, elle n'existe que sous forme d'un contrat entre les membres d'une même société ou bien ou d'une même communauté linguistique. Bon, par exemple, le fait d'appeler, je sais pas, d'appeler ordinateur, un micro-ordinateur, le fait d'appeler micro, par exemple, seulement pour les Algériens, entre parenthèses, ou plutôt dire taxieur, c'est-à-dire pour l'appellation c'est-à-dire pour un chauffeur de taxi, une appellation très algérienne, le fait, c'est-à-dire utiliser ça en dehors de la communauté ou bien de la société algérienne, ça sera vu comme on va dire, comme faux, c'est-à-dire c'est une appellation fausse. Mais en Algérie, c'est-à-dire il y a cette convention-là d'appeler celui qui conduit, on va dire, un taxi par le nom Taxieur. de, c'est-à-dire par le nom taxéa. Mm. Donc voilà, vous Voilà. enchaînez. Bien, alors je passe la deuxième caractéristique du signe linguistique, à savoir le caractère Linéaire. linéaire. Alors, que veut dire linéaire? Linéaire, ça veut dire il forme une ligne. Ouais, Linéaire ouais. vient de ligne. Bien. Alors, pour comprendre le caractère linéaire, il est impératif de revenir à un choix méthodologique fait par Ferdinand de Saussure. Rappelez-vous ce que je vous avais dit pendant le cours. Je vous ai dit que il y avait dans un premier temps la grammaire, la linguistique, nouvelle science, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se démarquer de la grammaire. Alors, l'une des démarcations les plus, comment dire, sur lesquelles a insisté beaucoup Ferdinand de Saussure, à savoir la primauté de l'oral sur l'écrit. Ouais. Primauté de l'oral sur l'écrit. C'est-à-dire que la linguistique saussurienne, elle va s'intéresser exclusivement, sans pour autant, comment dire, négliger l'écrit, mais elle va se consacrer seulement à l'oral. Et ça va de soi, parce que la langue, on va dire, l'existence d'une langue, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, la vie réelle, dans la réalité, elle existe, c'est-à-dire elle est orale, elle n'est pas écrite, c'est-à-dire l'écrit est venu par la suite, c'est-à-dire la langue, elle est orale, on essaie de construire des codes de communication, c'est-à-dire c'est ça l'objectif d'une langue, c'est communiquer avec l'autre. Donc l'écrit est venu par la suite pour, on va dire, pour archiver en quelque sorte de ce qu'on a dit, c'est-à-dire pour envoyer des messages et tout, pour laisser en quelque sorte Une un trace. héritage, une trace pour c'est-à-dire pour Les futures générations. les futures générations. Oui, très, très ça. Alors, oui, alors, en complément de ce que vient de dire mon ami, les deux explications avancées. Bon, j'avais dit que Ferdinand de Saussure a avancé plusieurs explications. Alors, moi, dans mon cours, j'avais insisté sur deux, deux explications. Alors, la première explication, si vous vous rappelez, c'est que l'oral, il s'acquiert de façon tout à fait naturelle. C'est une acquisition.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre une formation ou de suivre un cours pour apprendre à parler. C'est-à-dire il se fait à travers le contact avec les autres membres de la société. On mémorise des phrases, C'est par des là. formules de parler, c'est-à-dire on ne sait pas qu'il s'agit c'est-à-dire du présent, de l'imparfait ou du passé composé, mais c'est-à-dire on acquit, entre autres, des expressions qui existent déjà, qui sont utilisées par autrui pour pouvoir parler, c'est-à-dire on essaie de les imiter en quelque sorte dans un premier lieu. Très bien. Alors que pour l'écrit, non. L'écrit, il nécessite un apprentissage. C'est-à-dire, il faut passer par une personne qui elle-même a été initiée à l'écrit, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous transmettre ses codes. Il y a des codes pour écrire, il y a des règles. Alors que pour parler, bon, il existe des règles, mais c'est des règles qu'on va appeler, c'est des règles sociales. Par exemple, quand une personne parle, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous taire et écouter ce qui se dit. Ça, c'est une règle sociale. Mais il n'y a pas, comment dire, votre mère, elle ne va pas vous dire non, il ne faut pas dire ça, il faut dire comme ça, il ne faut pas dire comme ça. Non, on vous laisse apprendre sur le tas votre langue, votre langue maternelle. Bien, ça c'est pour ma part, hein, c'est la première explication et c'est l'explication la plus importante. Bien, alors je reviens au caractère linéaire. Alors j'avais dit que pour comprendre le caractère linéaire, il faut revenir à ce postulat qui est la primauté de l'oral sur l'écrit. Bien. Alors, on va dire, quand on parle, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des sons qui vont sortir de notre bouche. Alors, alors les sons qui vont sortir, ils vont se faire de façon successive. Si par exemple je veux dire oiseau, ou si je veux dire table, je vais avoir le premier son qui est le son T, et qui va être suivi de A, qui va être suivi de B, et qui va être suivi de L. Alors, on va dire qu'il y a ici une suite de chaînes. C'est comme si on avait ce qu'on appelle des maillons d'une chaîne. Les maillons d'une chaîne. Maillons d'une chaîne. Alors, maillons d'une chaîne, maillons d'une chaîne. Ils sont liés les uns aux autres. Ils sont liés les uns aux autres. Par exemple, on peut pas dire, par exemple, pour l'exemple que vous venez de donner, par exemple, on peut pas dire oiseau, on peut pas prononcer, on dit wa, et puis on attend un petit peu, et puis on dit zo. Par exemple, ça peut être compris, c'est-à-dire autrement. Par exemple, zo, c'est-à-dire le fait de prononcer, c'est-à-dire la syllabe zo, séparément, ça peut dire autre chose. Ça peut avoir une autre signification. Ou je reviens à l'exemple plus simple, qui est l'exemple de table. Pour dire table, il m'est impossible de le dire autrement. Il faut qu'il y ait le T en premier, qui soit suivi de A en deuxième, qui soit suivi de B en troisième et en L en quatrième. C'est-à-dire, si j'ai une intention de déplacer par exemple le quatrième qui est le L après le 2, après le T, j'aurai tleb. C'est-à-dire, soit je vais inventer un nouveau mot, un nouveau comment dire, signe linguistique, un néologisme et qui ne voudra rien dire pour les autres, ils auront des difficultés à me comprendre. D'ailleurs, ça existe, ça, c'est-à-dire pour les Français et tout, les gens de banlieue et tout en France, il utilise ce qu'on appelle le verlan, c'est-à-dire il inverse les mots pour qu'ils soient compris, c'est-à-dire juste entre eux. C'est-à-dire pour que les autres, c'est-à-dire un petit groupe qui inverse les mots et tout pour que ça soit un code entre eux. C'est-à-dire le fait de changer, on va dire, les syllabes dans une même, c'est-à-dire d'une chaîne sonore qui était conventionnelle pour la majorité, c'est-à-dire on change un petit peu l'enchaînement de cette chaîne pour qu'il soit un code, c'est-à-dire un code qui ne sera pas compris par les autres, entre parenthèses. C'est ça. Alors, si je voulais vous donner par exemple une comparaison, alors je vais dire que les signes linguistiques vont être à l'image de voitures, c'est des voitures, d'accord? Alors, vous avez la chaîne parlée sur l'autoroute, sauf que sur l'autoroute de la langue, les voitures n'ont pas le droit de doubler. C'est-à-dire, vous aurez une première voiture qui va être suivie d'une deuxième voiture, troisième voiture, quatrième voiture et cinquième voiture. Un exemple très très intéressant. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que
les mots, ils ne font pas la course, d'accord? Les mots doivent se suivre et se mettre les uns après les autres. Alors, on va dire dans votre cours, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir qu'il y a ce qu'on appelle l'axe de la successivité. Alors, ils vont se succéder l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Alors, j'ai pris un exemple tout simple qui est l'exemple de table. On avait dit que pour dire table, nous sommes obligés de passer par le T, par le A, par le B et par le L. Maintenant, si je veux produire par exemple un énoncé, je vais dire je me rends à l'université. Alors là, ça va être la même chose, sauf que ça va être encore plus complexe. Je vais avoir, pour dire je me rends à l'université, je vais avoir le G plus le E, d'accord? Après, vous aurez me, rend et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez terminé. Alors là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir premier maillon de votre chaîne, c'est je, après vous aurez me, après vous aurez rond, à l'université, vous aurez L plus université. Ça, c'est pour le caractère qui est le caractère linéaire. Alors, le caractère linéaire est un caractère qui est très très important dans la linguistique sensorielle. C'est-à-dire, il est à l'image de la première caractéristique, à savoir le caractère arbitraire. Donc, enfin, je vais essayer de résumer tout ce que M. Michon venait de dire. En ce qui concerne la linéarité du signe, il y a la première des choses, il y a l'enchaînement. Hein, il faut il faut respecter l'ordre des syllabes et il faut respecter l'ordre des sons. Hein. Par exemple, le signe linguistique, on va dire l'appellation, ou plutôt le signifiant table veut dire table, c'est-à-dire on va dire une planche de bois avec des pieds et tout. Donc le fait de dire, par exemple, de changer entre ta et bleu, le fait d'inverser, par exemple, les deux syllabes et dire bleu ta, par exemple, bleu ta, ça peut avoir une autre signification, par exemple, dans une autre langue. Donc c'est-à-dire parce qu'on ne se limite pas dans la langue française seulement. Ça, c'est la première des choses. Il y a aussi un autre point, c'est la dimension, c'est-à-dire en ce qui concerne la durée de la production de cette chaîne sonore. C'est-à-dire, il ne faut pas dire ta et puis, c'est-à-dire mettre une petite pause ou une longue pause et puis dire bleu. Parce que ici, même si on respecte l'enchaînement logique de ces sons, c'est-à-dire l'enchaînement pas logique mais conventionnel de ces phonèmes, on risque c'est-à-dire de ne pas être compris. Oui. Ça, c'est aussi le deuxième point très important. Et il y a aussi, c'est-à-dire donner, c'est-à-dire le temps c'est-à-dire le temps exact pour la production de telle ou telle syllabe. Par exemple, si on dit table, c'est pas la peine de dire table, par exemple. C'est pas la peine c'est-à-dire d'enlever des choses. C'est pas la peine c'est-à-dire de parler avec une vitesse qui peut c'est-à-dire nous induire, qui peut nous induire à l'erreur. Voilà. Donc maintenant, on passe pour l'immuabilité. Voilà. Alors, le troisième caractéristique du signe linguistique, c'est mutabilité du signe linguistique. Alors, ça veut dire quoi? Muter. Muter, ça veut dire changer. Alors, si je prends im, qui est un privatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la langue ne change pas. Et celle qui suit, après, on nous dit elle change. C'est-à-dire la langue, elle ne change pas et elle change. C'est la caractéristique un petit peu, c'est pas la plus difficile, mais qui est un petit peu difficile à expliquer, si on doit dire ça comme ça, ou qui est, c'est-à-dire difficile pour comprendre, c'est-à-dire à comprendre. Par exemple, quand on dit immutabilité, on peut pas avoir, c'est-à-dire la chose, ils sont inverses en même temps, mais maintenant, c'est-à-dire par le biais c'est-à-dire par la suite, on va vous expliquer pourquoi on dit immutabilité et mutabilité du signe. Il y a un cours qui va venir par la suite dans le cours des dichotomies sensorielles qui s'appelle la synchronie diachronie. Donc on va un petit peu parler de ça,
de cette dichotomie-là, c'est-à-dire avant d'entamer vraiment le cours de la synchronie et de diachronie. Bon, synchronie, on dit, synchronie veut dire quoi? C'est un mot, les deux mots sont d'origine grecque ou latine? Latine. Latine. Donc, syn, qui est composé de deux mots. Syn, c'est-à-dire même, et chronie, c'est comme chrono et Le tout, temps. c'est le temps. Synchronie, c'est-à-dire en même temps. Et la deuxième, c'est dia qui veut dire à travers, et chronie, ça veut dire aussi le temps. Maintenant, synchronie, quand on dit le signe linguistique est immutable, c'est-à-dire est immutable d'une façon synchronique, c'est-à-dire si on limite, c'est-à-dire on prend une durée bien précise c'est-à-dire Dans le temps. dans le temps, par exemple de 10 ans, 5 ans, comme on veut, et on analyse, c'est-à-dire l'utilisation d'un signe linguistique. On remarque qu'il y a le même signifiant, il y a le même signifié, c'est-à-dire il y a la combinaison entre signifiant et signifié est la même, c'est-à-dire le même signifiant a le même signifié par le biais d'une sorte de convention, ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, c'est-à-dire la mutabilité, on dit aussi muabilité du signe linguistique, c'est d'une façon diachronique. Parce qu'on a remarqué, c'est-à-dire à travers le temps, il y a quelques mots qui changent de sens. Si on doit dire ça comme ça, si on essaye de vulgariser un petit peu, d'utiliser un petit peu un vocabulaire un petit peu générique, hein, les mots changent de sens. Par exemple, on a le mot noyer, par exemple, qui est nekar en latin, c'est-à-dire qui est devenu en France, qui veut dire tuer, hein, en latin, et à travers le temps, je sais pas, mais 1000 ans, 2000 ans par la suite, c'est devenu le verbe noyer, et noyer, ça veut pas dire forcément tuer. Ça a ce sens-là, ça a cette dimension-là. Ça peut avoir ce sens-là on va dire, dans un contexte bien précis. Mais ce n'est pas toujours le cas. Noyer, comment j'expliquais? Noyer, c'est quoi? Je vais pas rentrer dans les Bien. détails. Alors lui, il a plus ou moins, comment dire, il n'a pas suivi l'enchaînement. Alors moi, je reste collé sur la troisième caractéristique du style linguistique, à savoir le caractère immutable et mutable. Bien. Alors j'avais dit muter, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer. Alors on nous dit la langue, elle ne change pas et en même temps elle change. De prime abord, on pourrait dire que la langue est traversée par deux mouvements qui sont deux mouvements contradictoires. D'une part, vous avez une pression qui est exercée sur la langue pour changer, et une autre pression qui est exercée sur la langue pour ne pas changer. Alors là, il ne s'agit pas d'un mouvement contradictoire, mais en fait, c'est un mouvement qui est complémentaire. C'est-à-dire, l'immutabilité complète la mutabilité, et la mutabilité complète l'immutabilité. Et je m'explique. La règle générale, c'est que dans la langue, il y a une situation, si vous voulez, de non-changement. La langue ne change pas. Alors, première explication, et sûr, vous l'avez compris, c'est parce que tout simplement, le signe linguistique est arbitraire. Du moment que le signe linguistique est arbitraire, la langue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas être modifiée à travers le temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour acquérir une langue, il nous faut plusieurs années. Si on se mettait à chaque fois changer de langue, les locuteurs de cette langue, qu'est-ce qu'ils vont faire? À un moment donné, ils vont être tellement épuisés, ils ne vont pas pouvoir suivre le rythme, ils vont se détourner complètement de cette langue. Ils vont se dire, pourquoi investir autant d'énergie pour apprendre une langue qui, dans 2 ans ou dans 3 ans, laquelle dans 2 ans ou dans 3 ans, elle va changer. Alors, dans la langue, la règle générale, c'est quoi? C'est la stabilité. La langue ne change pas. Alors, pourquoi elle ne change pas? Parce que tout simplement, ce non-changement ou cet état statique, d'accord, est dû à quoi? Est dû au fait que le signe linguistique est arbitraire. Ça, c'est l'explication de la... Quand on dit arbitraire, on dit forcément conventionnel. Ouais. C'est-à-dire conventionnel, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un groupe de personnes qui s'est réuni ou qui s'est mis d'accord sur le fait de désigner telle réalité linguistique par tel signe linguistique. Et les générations qui vont venir après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre, c'est-à-dire. Alors, c'est pour ça qu'on dit la langue est une imposition. C'est-à-dire que vous avez, d'une part, nous n'avons aucune emprise sur la langue. Pourquoi? Parce que la langue
Elle est un héritage. C'est nos parents qui nous l'ont donné. Alors, généralement, les exemples que je donne moi dans mes cours, c'est les exemples qui viennent de notre langue maternelle, à savoir le Derija. Derija. Alors, si je dis par exemple Sberdina, Sberdina, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mes parents qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs parents et ainsi de suite. C'est-à-dire, ça vient ça nous est venu des générations qui nous ont précédés. Alors ça, c'est, on va dire que la langue est une imposition, c'est-à-dire c'est la force. Bien. Après, nous avons le deuxième mouvement qui est le mouvement de la mutabilité, c'est-à-dire du changement, d'accord? Le changement, bien. Une langue a besoin de changement. Pourquoi elle a besoin de changement? C'est comme un être humain. C'est-à-dire, ce changement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter ce qu'on appelle une bouffée d'oxygène à cette langue. Il va lui permettre de se maintenir, de rester en vie. Une langue qui est renfermée sur elle-même et c'est une langue morte. Voilà, c'est une langue qui se prédestine, c'est-à-dire qu'elle-même, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, comment dire, avec le temps, disparaître. Elle a besoin de ce changement. Alors, les langues, pour se maintenir, ont besoin de changement. Alors, le changement, faites très attention, le changement, il ne va pas toucher toute la langue, il va toucher des signes linguistiques de la langue, c'est-à-dire que le changement, il va être un changement minime, très petit. Alors, je vous donne deux exemples sur la mutabilité du signe linguistique. Alors, je prends par exemple le signe linguistique indigène. Si on voit le premier sens de indigène, c'est-à-dire être natif d'une région. Je suis né par exemple à Bokadir, je vais dire je suis un indigène de Bokadir. C'est autochtone, c'est ma ville natale. Bien, ça c'est le premier sens. Puis est venu avec les mouvements de colonisation, quand les Français ont débarqué en Algérie, les Anglais en Égypte, les Italiens en Libye, ainsi de suite, d'accord? Alors, moi je prends le cas de l'Algérie, où on parle français. Alors, le mot indigène, qu'est-ce qu'on va faire? C'est utilisé pour désigner... pour désigner les Algériens. Pour désigner les Algériens. Alors, indigène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce qu'on appelle une connotation péjorative. Il va désigner une personne, non pas de première zone, mais de seconde zone. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les Européens, c'est les civilisés, les blonds, les forts, et tout ce que vous voulez, d'accord? Et vous allez avoir l'indigène qui, lui, il va être stigmatisé. C'est-à-dire, on va lui coller tous, si vous voulez, les attributs négatifs. Et on peut identifier ça dans les travaux, plutôt dans les livres traduits et tout. Parce que là où on commençait, c'est-à-dire de traduire indigène, non pas comme Sukan al-Asliyin, ou quelque chose du genre, parle Ahali, donc en quelque chose, c'est-à-dire sont des tribus, des gens qui, c'est-à-dire, sont pas des citoyens en quelque sorte. Mais donc ça prend une dimension en quelque sorte péjorative. Comme disait M. Michel. Alors, déjà, à partir de là, avec les mouvements de colonisation, le premier sens va être complètement occulté. Et qu'est-ce qu'il va subsister? Il va subsister seulement le deuxième sens. Deuxième sens, c'est lui qui a cours aujourd'hui. Ça, c'est pour le premier exemple. Je prends le deuxième exemple. Vous connaissez tous peut-être l'expression la bourse ou la vie. La bourse ou la vie. Alors, je prends bourse. Bourse, dans l'ancien français, désignait un petit sac dans lequel on mettait son argent. Alors d'ailleurs... dans l'Oranie, la région de l'Oranie, on dit boursa. Désigner un sachet, un sac en plastique. Alors, déjà, les brigands, les voleurs, ils donnaient aux gens le choix entre la vie ou la bourse. C'est-à-dire, tu me donnes ton argent ou je te tue. Alors, simple, dans ce cas, le choix est déjà fait. Vous lui donnez la bourse, c'est sûr. Oui. Maintenant, si vous avez des ambitions, c'est autre chose. Bien. Si je prends ce premier sens, qui est le sens de petit sac dans lequel on met son argent, est-ce que ce sens existe aujourd'hui? Non. Ce sens a
complètement, comment dire, il est disparu. ah oui, disparu. Alors aujourd'hui, quand on utilise le mot bourse, on pense à cette institution, d'accord, dans laquelle, par exemple, Wall Street, bon, en Algérie, je ne pense pas qu'il y ait chez nous une bourse. On commence mais à travers le monde, vous avez des bourses. Hein. Vous avez les bourses américaines, bourses françaises, et vous avez les CAC 40, par exemple. Bien. Alors, maintenant, la bourse, c'est quoi? C'est devenu une institution dans laquelle, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comment dire, acheter des parts, voilà, faire des affaires, vendre et acheter des parts. Alors, si vous cherchez le premier sens a complètement disparu pour laisser place à cette nouvelle signification. On va dire que nous avions au départ un signifiant, et à ce signifiant qui était bourse qui voulait dire, le signifié dans la tête des gens, le signifié qui était, comment dire, un petit sac, le signifié petit sac a disparu pour laisser place à cet grand immeuble où vous avez ce qu'on appelle des traders qui vendent et achètent des produits dans les entreprises. Ça, c'est pour la troisième caractéristique, à savoir la caractéristique mutable et immutable. Ce qui fait que, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, d'une part, la langue nous est imposée, et en même temps, il est possible, dans certains cas, il est possible de quoi? De transgresser cette imposition. C'est-à-dire, il y a imposition et liberté. Juste, c'est-à-dire, je reviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu si on analyse une langue d'un point de vue synchronique, c'est-à-dire dans une période bien limitée dans le temps, on trouve que ça ne change pas. Voilà, par exemple, la langue française, par exemple, dans les années 2010, c'est-à-dire du 2010 jusqu'à 2019-2020, ça n'a pas changé. Mais si on prend, si on analyse, c'est-à-dire la langue française d'un point de vue diachronique, c'est-à-dire depuis sur 2 siècles ou 3 siècles. Oui, sur 2 siècles ou 3 siècles. Peut-être on n'arrive même pas à trouver un trait entre l'ancien français et le nouveau français. Tellement il y avait vraiment beaucoup de changements. Le français, bien sûr, je tiens à rappeler que le français, c'était un des dialectes du latin, en premier lieu. Donc il y a vraiment un très grand changement dans cette langue. Donc c'était tout pour le signe, on va dire les caractéristiques du signe linguistique. On va se contenter de cela. Si vous avez des questions, si vous avez on va dire des propositions, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de nous envoyer, de laisser des commentaires, soit sur la vidéo qui va être postée sur Facebook ou même sur YouTube, soit par mail. Vous avez nos mails ou plutôt sur Classroom, c'est le contact le plus direct parce qu'on reçoit des notifications en temps réel. Donc voilà. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.